Au Nigeria, l'attente des résultats des élections de samedi se fait longue. Le vote a été prolongé ce dimanche par endroits. Le Soudan est à quelques heures du démarrage de ces élections générales dont la présidentielle, mais les déplacés du Darfour se sentent étrangers à ces scrutins. Raid aérien sur une école ce dimanche en Syrie, 9 personnes tuées, dont 5 enfants. Le bilan est encore provisoire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des informations sur SICA. Les premiers résultats des élections des gouverneurs et des représentants des assemblées locales des États sont attendus ce dimanche au Nigeria. Le parti du président Muhammadu Buhari revendique déjà la victoire au poste de gouverneur dans un État clé de la fédération. Les élections des gouverneurs n'avaient lieu que dans 29 États samedi. Les autres États ont déjà fait objet d'élections partielles. Mais tous les 36 États se sont rendus aux urnes pour élire les représentants des assemblées locales. Les opérations de vote ont dû être prolongées ce dimanche dans certains endroits. C'est le cas de l'État de Rivers où, selon la commission électorale indépendante, certains bureaux n'ont pu ouvrir samedi faute de matériel électoral. Des bulletins ont également été volés dans d'autres bureaux de vote. Démarrage des élections générales au Soudan lundi. Les déplacés fraîchement arrivés dans le camp de Zamzam au Darfour ne portent que très peu d'intérêt à ce scrutin. Ils sont convaincus que ces élections ne vont rien changer à la misère et à la violence affectant leur région de l'ouest du Soudan depuis 12 années. Dans ce camp du Zamzam, où vivent quelques 165 000 personnes dans des huttes de terre, les déplacés de guerre sont désespérés et se sentent totalement étrangers au processus électoral en cours dans leur pays. Pour se protéger du soleil et de la poussière, les derniers venus, environ 1000 familles, selon un humanitaire, n'ont souvent pas mieux que des gerbes de paille ou des toiles tondues entre des branches. Je ne connais rien aux élections. Nous sommes dans une situation précaire après que nous avons été attaqués et nos maisons brûlées et notre bétail volé. Comment veulent-ils que je prenne part à ces élections alors que je suis là sous ce soleil brûlant? Ces élections intéressent surtout les gens qui appartiennent à un parti ou à un groupe. Personnellement, je soutiens la candidature du président parce que nous allons bénéficier de sa victoire en fin de compte. À des milliers de kilomètres de là, les autorités de Khartoum s'activent pour les élections législatives et présidentielles qui démarrent lundi. Ces scrutins devraient maintenir au pouvoir Omar el-Béchir aux commandes depuis 1989. Ici comme ailleurs, on se dit qu'avec une quinzaine de concurrents peu connus et le boycott annoncé de la plupart des partis d'opposition, la réélection de Béchir est jouée d'avance. Au Burundi, 2 milliers de manifestants du parti au pouvoir ont défilé samedi à Bujumbura, dans la capitale. L'objectif de cette manifestation était de démontrer l'unité du mouvement des militants du parti au pouvoir, au sein duquel monte la contestation au sujet d'une éventuelle nouvelle candidature du chef de l'État sortant à la présidentielle. C'est un terrain de football qui a accueilli la foule à la fin d'une procession à travers la ville de Bujumbura. D'après le président du CNDD-FDD, Pascal Niabenda, la marche a été organisée pour montrer que le parti reste uni malgré ses frondeurs et pour tenter de rassurer tous les militants. En effet, quelques 140 hauts cadres ont récemment signé une pétition appelant le président Nkurunziza à ne pas se représenter aux prochaines élections. Une trentaine d'entre eux ont été exclus et plusieurs autres démis de leurs fonctions. Le parti au pouvoir doit désigner lors d'un congrès en ce mois d'avril son candidat à la présidentielle de juin. Soulignons que l'approche du scrutin fait monter la tension politique au Burundi. La volonté prêtée à Nkurunziza de briguer un troisième mandat constitue le nœud des polémiques. L'opposition et la société civile considèrent un nouveau mandat inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui ont mis fin à la guerre civile au Burundi entre 1993 et 2006.
ce que refutent les partisans de Nkurunziza. Le camp présidentiel a tenté récemment de destituer le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a signé la pétition contre un troisième mandat, signe que le camp des frondeurs a du soutien, selon les analystes. Un étudiant mort et quelques 150 autres blessés ce dimanche sur un campus près de Nairobi. Le drame s'est produit lors d'un mouvement de panique suscité par des explosions d'un câble électrique qui a fait craindre une nouvelle attaque islamiste. Sur témoignage d'un responsable de l'université, plusieurs étudiants se sont jetés dans le vide par la fenêtre de leur chambre. Certains ont sauté du 5e étage et l'un d'eux a trouvé la mort. Une bousculade monstre s'en est suivi. Selon le ministre de l'Éducation, Jacob Keimeini, l'explosion a eu lieu dimanche à l'aube, alors que les étudiants dormaient sur le campus de Kikuyu, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la capitale et qui dépend de l'université de Nairobi. Exécution samedi d'un dirigeant islamiste au Bangladesh pour des massacres commis pendant la guerre d'indépendance en 1971. Les autorités redoutent à présent des tensions au sein de la population. Au Bangladesh, un dirigeant islamiste a été pendu samedi pour des massacres commis pendant la guerre d'indépendance en 1971. Mohammad Kamaruzzaman, 62 ans, était le troisième plus haut dirigeant du Jamaat Islami, principal parti islamiste et allié du premier parti d'opposition qui cherche à faire tomber le gouvernement de Sheikh Hasina. Il avait été condamné à mort en mai 2013 pour meurtre de masse, torture et enlèvement par un tribunal spécial pour les crimes de guerre. Selon l'accusation, le dirigeant islamiste a supervisé le massacre d'au moins 120 fermiers désarmés et exécutés par balle pendant la guerre de 1971. Des arguments réfutés par de nombreux islamistes qui accusent le gouvernement d'utiliser le tribunal international des crimes du Bangladesh pour museler l'opposition. Kamaruzzaman est le second islamiste pendu pour des atrocités commises pendant la guerre de 1971. Rappelons que le conflit avait fait 3 millions de morts. Précisons que les Nations Unies, l'Union européenne et les organisations de défense des droits de l'homme avaient demandé aux autorités du Bangladesh de ne pas mettre la sentence à exécution, estimant que le procès ne respectait pas les critères internationaux. Le régime syrien a mené ce dimanche un raid aérien sur une école dans la ville d'Alep. Bilan, 9 personnes tuées, dont 5 enfants. Le bilan est encore provisoire et risque de s'alourdir car il y a des blessés graves. Samedi, au moins 35 personnes ont été tuées dans des bombardements de l'armée de l'air et dans des tirs d'obus rebelles à Alep, deuxième ville de Syrie et ancien poumon économique du pays. L'armée de l'air largue quotidiennement des barils d'explosifs sur les secteurs rebelles, tandis que les insurgés tirent des obus sur les quartiers tenus par le régime. Le centre d'accueil Jules Ferry, destiné à l'accueil en journée des migrants, ouvrira lundi à Calais. À quelques centaines de mètres, plus d'un millier de migrants s'est installé depuis une quinzaine de jours dans la New Jungle. La survie se déroule dans des conditions dignes de la préhistoire. Dernier préparatif avant le grand jour. Lundi midi, le centre d'accueil de jour Jules Ferry ouvrira officiellement ses portes. Donc un système de monnayeur, la personne introduira un jeton dans le monnayeur et disposera d'un temps limité pour prendre la douche. Des douches, un hébergement pour les femmes et les enfants, une laverie ou encore des sanitaires. La structure est destinée à accompagner les migrants de Calais dans la journée. La rénovation de cet ancien centre de loisirs a coûté 9 millions d'euros à l'État et à l'Union européenne. Le site sera géré par 50 salariés et surveillé par les forces de l'ordre. Jusqu'à 1500 réfugiés pourraient s'y rendre. C'est une avancée, c'est peut-être pas la solution entre guillemets la plus parfaite, mais en tout cas répondre sur des besoins primaires pour une population qui est en grande précarité, c'est déjà une avancée. Une avancée pour les migrants, mais à 1 kilomètre de là, près de la bretelle d'autoroute, l'ambiance est tout autre. Un immense camp de fortune baptisé New Jungle a fait son apparition. Ce sont les autorités qui ont orienté les migrants vers ce terrain. 4 toilettes, pas d'eau courante,
Selon les associations, 1 millier de réfugiés y survivent dans le dénuement le plus total. Même si depuis quelques jours, les choses s'organisent un peu. Il y a un petit boîtier là, qui leur permet d'accéder à Internet. Donc c'est du Wi-Fi, tout bête. Ça leur permet d'avoir accès à Facebook, à Skype, pouvoir téléphoner dans leur pays, dans leur famille. Ici, les associations humanitaires comme Médecins du Monde distribuent des kits de survie avec le minimum vital. Les migrants ayant besoin de soins sont acheminés à l'hôpital de Calais. On a aussi un nombre important de personnes qui ont subi des violences, qui sont tombées des camions pendant le passage, des violences liées aux rixes entre les communautés, liées aux violences policières. Les réfugiés, principalement des Afghans, des Érythréens et des Soudanais, ont pour certains échoué à Calais il y a des mois. C'est plus qu'impossible ici, c'est très dur. On vit dans des tentes, ce n'est vraiment pas idéal. C'est la préhistoire et le 21e siècle qui sont à quelques mètres les uns des autres. La plupart d'entre eux souhaitent passer en Angleterre. En attendant, beaucoup affirment qu'ils se rendront au centre Jules Ferry pour manger et se laver, mais retourneront à la nuit tombée dans la New Jungle. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a demandé à rencontrer le président américain pour des échanges. Il souhaite mettre fin aux différends qui existent entre le Venezuela et les États-Unis. Il a fait cette déclaration samedi au cours de l'assemblée plénière du Sommet des Amériques qui a eu lieu au Panama. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a exigé samedi que les États-Unis retirent un décret qualifiant le Venezuela de menace et s'est dit prêt à parler avec le président américain Barack Obama pour résoudre leurs différends. Il a par ailleurs indiqué avoir collecté 11 millions de signatures pour demander aux États-Unis d'annuler ce décret qu'il qualifie d'irrationnel et de disproportionné. Les signatures seront remises aux autorités américaines par voie diplomatique. Maduro a également exprimé ses regrets sur l'indifférence de Barack Obama, qui n'a jamais répondu aux messages qu'il lui avait adressés, et ce depuis le début de son mandat. Je vous respecte, mais je n'ai pas confiance en vous, président Obama. Si vous voulez discuter, discutons. Si vous ne voulez pas, ça va. Ce sera votre héritage envers le Venezuela, le décret, le silence. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, président Obama, ne restez pas dans l'histoire comme George Bush qui a soutenu le coup d'État contre le commandant Chavez. Restez dans l'histoire d'une autre façon. Je vous tends la main, président Obama, pour que nous parlions, nous résolvions les questions que nous avons à résoudre. Rappelons que le décret en question a été signé par le président américain au début du mois de mars. Il impose des sanctions contre de hauts responsables vénézuéliens accusés de non-respect des droits de l'homme. Précisons que le président vénézuélien a tenu son discours alors que son homologue américain avait déjà quitté l'Assemblée. Il espère que ce dernier et lui pourront se mettre d'accord en vue d'un avenir commun pour leurs deux pays. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Sika. Ravi d'avoir partagé ces moments d'information avec vous.